Bonjour à tous, merci de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire Varenne Capital sur nos couvertures macroéconomiques et sur nos perspectives macroéconomiques. Alors c'est la première fois qu'on fait ce format, donc je tiens à préciser que ça va durer une trentaine de minutes et que ça sera un webinaire uniquement sur nos vues macro. Pour ceux qui souhaitent avoir un point plus global sur la gestion Varenne ou sur nos fonds, on organise, comme on le fait traditionnellement de façon trimestrielle, une conférence le 10 octobre. Et à cette occasion, évidemment, on va vous mettre le lien de connexion et d'inscription dans les messages. Vous pouvez vous inscrire pour la conférence du 10 octobre. D'ici là, évidemment, l'ensemble de l'équipe commerciale se tient à votre disposition si vous avez des questions sur la gestion ou sur les fonds. Alors, 2-3 mots sur Varenne avant de commencer. Varenne est une société de gestion indépendante basée à Paris depuis une vingtaine d'années et nous gérons aujourd'hui 3 milliards d'euros à peu près, répartis dans différents fonds pour nos investisseurs en France et à travers le monde. Je suis David Wiersba, directeur du développement de Varenne Capital et je suis accompagné aujourd'hui de Gianluca Lobefalo, qui est analyste senior au sein de l'équipe de couverture macroéconomique chez Varenne Capital. Bonjour Gianluca. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors juste une petite précision, Gianluca est italien, il fait cette présentation en français et je le remercie car ce n'est pas sa langue maternelle. Il a l'habitude de faire des conférences en italien et en anglais mais pas en français, donc je te remercie pour ça. Alors quelques mots pour te présenter, nous avons la chance d'avoir Gianluca dans l'équipe. Gianluca a plus de 20 ans d'expérience dans la macroéconomie. Il a travaillé pour différentes banques anglo-saxonnes avec un focus sur la couverture des risques et sur l'analyse économique quantitative. Gianluca est un contributeur fréquent à divers médias, notamment Bloomberg. Il est aussi conférencier dans des universités renommées à travers l'Europe et il conseille également certains pays pour leur politique macroéconomique. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous donner quelques éléments de contexte sur la macro chez Varenne. La macro est une des 4 stratégies que nous utilisons dans nos fonds historiques notamment, et on construit un portefeuille optimisé de tail risk hedging en anglais, dans lequel nous couvrons le risque de marché résiduel de nos positions longue action. Et pour cela, on accorde un budget maximal d'1,5% de l'encours de chacun de nos fonds par an. L'équipe dont fait partie Gianluca suit 5 classes d'actifs pour construire des portefeuilles efficaces pour couvrir les fonds, les actions, mais aussi le crédit, les taux, le forex et les matières premières. Alors l'idée n'est pas de passer trop de temps sur le cadre aujourd'hui, mais bien sûr on sera ravis de consacrer un rendez-vous avec les membres de l'équipe commerciale si vous le souhaitez pour être encore plus précis sur le sujet. Alors, après la présentation de Gianluca, on a prévu une petite session de questions-réponses. J'ai mon ordinateur devant moi, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et je les transmettrai à Gianluca qui pourra y répondre. On fera au mieux, comme d'habitude, pour répondre aux questions. Et si on n'a pas le temps de toutes les traiter, évidemment, on reviendra vers vous après la conférence pour répondre sur les différentes questions. Avant de céder la parole à Gianluca et de démarrer vraiment, je voulais rappeler que ce qui est dit pendant ce webinaire ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, mais plutôt comme les opinions de Varenne Capital. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aborder quelques grandes thématiques qu'on a choisies ensemble avec Gianluca avant de prendre la session de questions-réponses. Donc, la première thématique dont je voulais te parler, sur laquelle je voulais te lancer, c'était peut-être un point sur le paysage macroéconomique au global, sur le contexte. On sait que la Fed, qui s'est réunie hier et aujourd'hui, va parler ce soir, va donner ses résultats ce soir. Donc peut-être un petit point macroéconomique sur le contexte. Et moi, je vais montrer pendant ce temps-là quelques graphiques qu'on a prévus en complément de ce que tu vas dire. Merci, merci à vous. Alors, en fait, si aujourd'hui, c'est un jour très important, en fait, et c'est un perfect timing pour cet webinaire macroéconomique parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un jour dans lequel on attend la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, mais en fait, on voit l'incertitude qu'il y a sur les marchés. Ça, c'est les résultats plus volatiles des derniers 15 ans dans la Fed. Ça signifie que c'est vrai que tout le monde attend qu'on va avoir une réduction des taux d'intérêt, mais la magnitude de taux d'intérêt, donc c'est soit 25 points de base ou 50, en fait, est devenue très, très incertaine dans les dernières semaines. Les marchés, normalement, il y avait une probabilité très haute que, en fait, les coupes de taux doivent être 25 basis points, mais à partir des dernières semaines, en fait, de vendredi, il y a eu des rumeurs dans les marchés parce que la Fed, comme vous savez, il est en blackout period, donc il ne peut pas parler, mais il arrivait beaucoup de rumeurs sur le journal,
surtout le Wall Street Journal, dans lesquels en fait, on pense qu'il y a la possibilité d'avoir 50 points de base. Nous, on n'a pas une vision très forte sur les deux résultats. En fait, la chose très importante, c'est pas plutôt si aujourd'hui on va avoir 25 ou 50. En fait, on exclut qu'on va être en pause, donc on accepte qu'ils vont couper les taux d'intérêt. Mais c'est plutôt important, ça va être quoi les prochains chemins de la Fed, des taux d'intérêt en Amérique et en Europe. Donc, c'est plutôt important combien de cas de taux d'intérêt on va avoir dans la fin de 2024 et surtout 2025. Oui, exactement. La chose importante, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas changé notre on dit base case, donc notre prévision sur les scénarios économiques pendant le 2024 et on maintient la même vue sur le 2025. Ça signifie qu'on pense qu'on aura un soft landing et en fait, les dernières données sur la croissance des PEB, des GDP en Amérique et en Europe, ils confirment qu'en fait, on a une croissance moins forte les derniers 24 mois, mais ce n'est pas du tout en situation des scénarios de crise ou de récession. Par exemple, hier soir, on a eu les résultats de la prévision sur les trimestres, de le troisième, donc qui termine dans 2 semaines, de l'Atlanta Fed, par exemple en Amérique, qui dit que la croissance doit être à 3% réel. En fait, on pense que 2024 peut être dans 2,5. Oui, il y a l'expectative que 2025, il peut passer au-dessus de 2%, donc 1,8, 2%, mais ça, ce n'est pas du tout une situation de récession. Donc, c'est vrai qu'on a d'un côté une inflation qui est en train de baisser, il est proche des 2%, que, comme vous savez, c'est le threshold, on dit les niveaux que les banques centrales aimeraient bien que l'inflation soit pas loin des 2%. Et en fait, on voit non plus les données de l'année 2024, mais on prend les derniers 3 mois de les CPI, que c'est plus ou moins l'indice que tout le monde utilise, et on l'annualise. On voit qu'en Amérique et en Europe, en fait, on est au-dessus de 2%. Donc, c'est les 1,5, 1,6. Donc, ça signifie qu'en fait, le travail que les banques centrales ont fait est en train de bien marcher. Donc, on a une inflation qui s'abaisse, on a une production industrielle et une croissance des PEB qui n'est pas du tout dans un territoire de récession, mais dans un territoire de soft landing. Donc, pour l'instant, c'est ça notre base case. Merci beaucoup, Gianluca. Peut-être, alors, tu as évoqué l'inflation. Oui. C'est une thématique, évidemment, dont on parle souvent. Les clients nous interrogent souvent là-dessus. On en parle beaucoup depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le contexte inflationniste et sur nos vues là-dessus? Oui, première chose, on dit que l'inflation, c'est une des données les plus difficiles à faire une prévision avec. Donc, ce qui est important, ce n'est pas en fait tout à fait les niveaux, mais c'est en fait les forces qui peuvent avoir une influence importante sur l'inflation. Donc, en cette période-là, on a sûrement une force d'inflation, surtout dans les côtés américains, parce qu'on a une expansion fiscale très importante. On est presque de 100% de déficit sous produit sous PIB, donc c'est important. On a de l'autre côté une contre-globalisation, sont toutes des politiques de protectionnisme, qu'est-ce qu'on appelle onshoring, donc la production industrielle américaine est en train de tourner en Amérique, et on a aussi qu'est-ce qu'on appelle la green agenda, donc toute la transition pour la production énergétique green. Ça sont des pressions inflationistiques, donc au medium terme, au long terme, ça il va être une floor, une force pour les CPI à monter au-dessous. D'un l'autre côté, on a une grande déflation chinoise. Il faut accepter qu'en fait, la Chine est en train de déménager avec une grande bubble dans les marchés immobiliers, donc real estate bubble. C'est vrai qu'ils sont dans une position plus facile de ce qu'on a vu dans le Japon dans les 99 jusqu'à il y a 5 ans, mais c'est clair qu'il y aura une forte déflationniste dans le côté chinois. Donc, on a inflation dans le côté américain pour l'expansion fiscale et tout ce qu'on a dit. Et dans l'autre côté, on a une force déflationnistique qui arrive de la Chine. Et en fait, c'est intéressant que si on voit qu'est-ce qu'il passe sur les taux d'intérêt ou sous la valuation de l'or, on voit que ça, et c'est en fait un bon utile pour mesurer cette pression.
On a montré d'ailleurs le graphique sur l'or. Oui, l'or, c'est super intéressant en fait, parce que tout le monde il voit l'or une valuation en dollars, comme c'est normal, c'est un dollar thème. Mais en fait, si on le voit, comme on dit, inflation adjusted, donc on tire les rampes inflationistiques, on voit qu'en fait, on n'est pas encore au pic, le top qu'on a eu dans les 80. Et ça signifie qu'en fait, si on voit ça, c'est vrai, l'or, c'est un super utile contre les debasement de la devise, donc c'est une devise dans ce cas-là, le dollar que ça baisse, mais ce n'est pas en fait tout à fait un utile contre l'inflation. C'est plutôt un utile contre le debasement de la devise et surtout un safe haven. C'est pour ça qu'en fait on voit pour l'instant que les banques centrales ils ont augmenté les réserves en or, c'est les plus hautes dans les derniers 20 ans. Surtout, c'est intéressant qu'en fait les banques centrales de l'Arabie Saoudite, qui a acheté beaucoup d'or dans les derniers 6 mois, il faut se rappeler que les pétrodollars, donc tout le système qui était mis en place dans les 70 avec Kissinger, c'était basé en fait sur la transaction pétrole avec l'Arabie Saoudite. Donc le fait que l'Arabie Saoudite il est en train de diversifier en or, c'est un message politique très important. La première chose. Et comme on disait sur la déflation chinoise, en fait, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit que les taux d'intérêt long terme, donc ça signifie qu'entre les obligations 40 ans, 50 ans de maturité, les taux d'intérêt chinois, ils ont baissé et donc haussé les taux d'intérêt japonais. Donc ça signifie que pour nous, c'est un proof très important qu'il y a une déflation qui arrive dans la Chine. On a montré le graphe justement sur les taux d'intérêt chinois et japonais. Merci beaucoup Gianluca. Dernier peut-être grand thème avant de prendre les questions et les réponses, c'est la liquidité. Oui. C'est un thème qui revient souvent. Il y a notamment une question qu'on a eue en amont de cette conférence de quelqu'un qui participe aujourd'hui, qui nous a demandé, il y a une baisse attendue évidemment du taux directeur de la Fed, tu en as parlé. Est-ce qu'on a une prévision sur la taille du bilan? Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus? Oui, en fait, on pense que n'importe qui va gagner dans les élections américaines en novembre, on pense que la politique fiscale américaine va être super expansive. Super expansive signifie qu'on maintenant presque 5% de la balance fiscale par rapport à le PIB, qu'en fait c'est les plus hautes qu'on a eu dans une période pas de guerre. Et ça signifie qu'en fait qu'on aura une expansion fiscale, qu'on aura beaucoup de liquidités dans les marchés financiers. Et surtout, on a déjà vu 2 fois dans les derniers 12 mois que le gouvernement américain, il n'a pas de problème à aider les marchés financiers avec des émissions de liquidités. On l'a vu en octobre 2023 et après 285 milliards de dollars et on a vu en juin et juillet cette année. Donc c'est vrai que la liquidité va être un thème très important dans les marchés financiers. Tu veux peut-être dire un mot sur les graphiques qu'on a prévus Oui, en fait, je pense qu'on a parti avec les GDP, les découpling des GDP. En fait, c'est comme on avait dit au début, qu'en fait, oui, c'est vrai qu'on a un niveau des produits internes bruts que c'est moins fort de les dernières années, mais c'est quand même un bon niveau. On dit que les GDP pour l'année prochaine en Amérique, c'est 2,5. C'est vrai que maintenant, la Fed, il a informé avec la Fed d'Atlanta hier soir, comme on a dit, que 3%. Et oui, en Europe, on est un peu plus basse, c'est à 0,7. Mais en fait, la prévision, c'est pour 1,7 pour l'année prochaine. Donc, on a une production industrielle et un GDP qui c'est important, c'est vivant. Et sur l'inflation, en fait, on a, comme on avait dit, il ne sera plus un problème. J'imagine que ce ne sera plus que l'investisseur il considère les risques, les tels risques dans les prochaines années. Ça ne sera plus l'inflation, parce qu'en fait, l'inflation, c'est, comme on dit en anglais, tame. Donc, une inflation qui sera plutôt de 2% en Amérique et en Europe. Merci beaucoup Gianluca. Donc voilà les grandes thématiques qu'on voulait aborder. Alors, je vais enlever la présentation pour maintenant passer aux questions-réponses. Donc on nous a posé pas mal de questions, je vous remercie. La première peut-être qui revient souvent concerne les devises. Comment est-ce qu'on voit le mouvement des devises? Peut-être que tu peux dire un petit mot sur ce sujet. Mais en fait, cette année, les marchés des devises étaient plutôt un marché sous les yens japonaises, parce qu'en fait, cette année, on a eu, comme on dit, une bipolarisation sur
sur les décisions monétaires des banques centrales. On a eu plus que 25 réductions des taux d'intérêt, mais de l'autre côté, on avait plus que 10 taux d'intérêt qui sont montés. Donc, ça signifie qu'on n'a plus, comme il avait avant de 2020, tous les banques centrales dans le même côté. Donc, on coupe les taux d'intérêt, on les tient à zéro, on les impose. On a des banques centrales qui coupent les taux d'intérêt et des banques centrales qui incrémentent les taux d'intérêt. Et donc, cette année, en fait, on a eu les banques centrales, par exemple, japonaises, qui c'était les premiers changements de taux d'intérêt de l'année 20 ans. Et elle a augmenté les taux d'intérêt 2 fois. Donc, ça s'est vu sur la devise, surtout sur les taux d'échange entre les dollars et les yens, qui est passé de 160. Maintenant, on est à 140. On était à 139 il y a 2 jours. Donc, les marchés de la devise continuent à être très volatiles, mais c'est surtout entre l'Asie et le Western World, on dit. Donc, c'est surtout la devise yen-dollar. Merci beaucoup. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à nous les poser sur la session questions-réponses sur Zoom et je les relayerai à Gianluca. Je prends d'autres questions. On en a une sur les cryptos. Alors, on n'investit pas chez Varenne dans les cryptos, mais évidemment, c'est un sujet qui peut avoir un impact sur les marchés financiers. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur les cryptos? Je ne veux pas te piéger, mais... Ouais. Non, en fait, les cryptos, comme tu as dit, en fait, ce n'est pas un actif qu'on considère comme la possibilité de pour investissement, mais c'est très important, c'est un outil très important pour mesurer en fait la liquidité et l'attitude de l'investisseur pour les risques. Normalement, on a vu dans les derniers 24 mois, 36 mois, que quand il a une liquidité qui est très forte, surtout sur les ETF, donc sur les fonds passifs des cryptocurrencies, surtout sur les bitcoins, ça, normalement, ça correspond à une période de risque. Donc d'où les investisseurs, ils sont très positifs sur les marchés, surtout les marchés risques. Donc, pour nous, c'est plutôt inutile qu'une classe d'actifs. Merci beaucoup. Alors, on nous pose une question sur le dispositif actuel de couverture chez Varenne. Alors, l'idée du webinaire, c'était plutôt de parler de nos vues macro, mais comme tu travailles aussi sur le dispositif de couverture qu'on a chez nous, peut-être donner une idée du fonctionnement. Je disais en introduction qu'on a un budget maximal d'1,5% par an et par fonds sur certains des véhicules, donc notamment sur les fonds Varenne Valeur, Varenne Global, Varenne Sélection. Est-ce que tu peux donner dire quelques mots sur le dispositif actuel? Oui. Qu'est-ce que nous, comme on voit les risques, en fait, nous, on commence à voir c'est quoi notre casse-base sur la macroéconomie. Donc, cette année, on pensait qu'en fait, la possibilité plus haute, c'était qu'on avait un soft landing. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on pense toujours. Et donc, c'est quoi les risques pour un soft landing? C'est un hard landing. Donc, il arrive à avoir un accident n'importe où, dans les politiques fiscales, politiques monétaires, dans le PEB, dans lesquels en fait on a une base des produits de la production industrielle plus grande que ce qu'on pensait. Donc si on a un hard landing, il faut protéger contre ça. Et s'il y a un hard landing, c'est quoi les déséquilibres qu'on trouve dans les marchés financiers qui, s'il arrive cette situation de hard landing, il va être plus important pour nous protéger contre ce risque. Donc cette année, on avait trouvé en fait les dollars yens. Donc on pensait que s'il avait un problème dans la croissance de l'EPB, surtout américaine, on a eu une pression sur les yens et donc on a pris une position dans laquelle on avait un put, donc une position en fait short à travers des options sur les Standard & Poor's, mais conditionnée à que les yens, il sera plus fort sur le dollar. Et ça, en fait, il a bien marché dans le sens que, en fait, les Standard & Poor's, heureusement, il n'est pas baissé, mais les yens, il est monté plus que les marchés, il attendait à janvier. Et l'autre côté aussi, on a fait la même chose, mais sous la courbe des taux d'intérêt américains. Comme vous savez, les taux d'intérêt américains étaient invertis. Ça signifie que les 2 années, c'était plus haut que les 10 ans pendant presque 700 jours. Et ça, c'est les records si on tire le 1929. Et après, donc quand on a mis cette position, qu'on pensait qu'en fait, on devait tourner dans une situation plus normale, plus l'inversion. Donc, ça signifie que les taux
taux 10 ans plus haut que le taux 2 ans. On a pris cette position quand en fait le 2 ans c'était 60 basis points plus haut que les 10 ans. Et maintenant en fait il est tourné que les 10 ans est 6 points base plus haut que les 2 ans. Donc on a joué cette normalisation de la courbe d'intérêt américaine. Alors, merci beaucoup. On a des questions sur les risques et notamment le comparatif entre l'Europe et les États-Unis. On nous demande si on considère qu'il y a plus de risques en Europe et aux États-Unis. Et j'ai peut-être lié ça avec une autre question qu'on a eue sur l'impact éventuel des élections US. Alors, est-ce que les risques qu'on a aujourd'hui entre l'Europe et les US, et est-ce que, en fonction du résultat des élections aux US, il peut y avoir un risque plus grand ou pas? Oui. En fait, moi, j'ai vu dans mon expérience que les élections américaines, ils ne changent pas trop. C'est vrai que tout le monde il pense ça va être Trump plutôt que Biden avant. Maintenant, avec Harris, tout va changer. Mais en fait, je pense que sur les thèmes les plus importants, surtout les qui concernent en fait, les marchés financiers, je pense qu'il n'y aura pas de changement beaucoup. On continue à avoir une politique fiscale très expansive, si soit Trump ou Harris en décembre dans la White House. Et en fait, sous le protectionnisme et donc les tarifs sur toute l'importation des produits, surtout de la Chine, il ne va pas bouger beaucoup entre les deux. Donc, on aura toujours les mêmes thèmes qu'on a vus dans cette année, dans les dernières années. La chose intéressante, c'est voir c'est quoi la réponse en Europe. Comme vous avez vu, on a une semaine qu'on a M. Draghi, il a montré son agenda pour qu'est-ce que c'est la prévision, qu'est-ce qu'il faut faire en Europe. Et en fait, qu'est-ce qu'il a montré? Que c'est super important pour l'Europe avoir une politique fiscale expansive. Et ça, c'est logique, en fait, se le voit dans un contexte international. Soit très difficile pour l'Europe à avoir une position importante et dominante dans le global. Si on est d'un côté avec l'Amérique, qui est à 100% d'expansion fiscale, et la Chine, que oui, on a dit qu'il y a une déflation, mais la Chine, on a aussi une politique fiscale très expansive. Donc, l'agenda Draghi, en fait, c'est en fait une conclusion logique qu'il faut en Europe aussi avoir une politique fiscale expansive. Et surtout, une chose très importante que Draghi l'a touché, c'est pour comment on peut financer cette expansion fiscale. Il a proposé, en fait, l'instrument des eurobonds. Et en fait, si, comme tout le monde qui suit la ECB, quand Draghi était le chef de la ECB, on sait que c'est depuis 2014 que Draghi il continue à dire, en fait, je suis d'accord avec lui, que l'eurobond, c'est essentiel pour avoir une discipline fiscale européenne. C'est plutôt demander les marchés financiers que tous les pays, en fait, suivent la politique discipline fiscale européenne. Donc, les eurobonds, ça va être très essentiel si on veut vraiment avoir une politique expansive fiscale en Europe comme en Amérique. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur nos outils. On a développé, les gens qui nous suivent depuis longtemps le savent, on a développé beaucoup d'outils en interne chez Varenne Capital dans les différentes stratégies. Et alors, ça a été le cas aussi sur les couvertures macro, peut-être un peu plus récemment. Vous avez fait un gros travail pour récupérer beaucoup d'informations. Les gens qui nous suivent n'ont pas forcément conscience de ça. Je pense que c'est important d'expliquer voilà, les outils, comment on les utilise et comment est-ce que vous travaillez un peu la cuisine sur la partie tail risk hedging. Oui, en fait, on a travaillé beaucoup dans les derniers 24-36 mois à développer des outils qu'il peut donner toutes les informations sur les scénarios macroéconomiques, sur la volatilité, sur les taux d'intérêt, sur la liquidité, comme tu avais dit avant. Et c'est très important parce que c'est une chose très dynamique et change beaucoup. Donc, nous, on a plus que 500 en fait, données, analyses qu'on fait. Et plutôt, c'est pas seulement voir, par exemple, les taux d'intérêt américains ou les marchés actionnaires de l'Standard & Poor's par rapport à l'Eurostock en Europe. Nous, on voit aussi par rapport à les matières premières, par rapport à l'or, les corrélations et toute la dynamique des corrélations. Tout le monde parle toujours des corrélations, la corrélation. La corrélation, c'est une variable très dynamique. C'est pas qu'on voit la corrélation entre un asset, donc un taux d'intérêt vers les actions, et ça va être une valeur qui va être constante. En fait, c'est très dynamique et donc il faut bien les monitorer pour prendre des décisions sur les couvertures, sur les différents risques, positions de risques qu'on prend en fait. Merci beaucoup. Alors, tu as répondu un petit peu au début, mais c'est une question qui revient, donc peut-être un éclaircissement sur la Fed. Est-ce qu'on anticipe 25 ou 50 points de base? Donc nous, on ne fait pas trop de paris, mais plutôt l'autre question qui va avec, c'est est-ce qu'il y aura un impact dans un sens ou dans l'autre, si jamais on pense que ça va être 25 et que c'est 50 ou l'inverse? Est-ce qu'il peut y avoir des effets à court terme
sur la décision que prendra la Fed ce soir, enfin annoncera la Fed en tout cas. Oui, alors en fait, c'est sûr qu'il y aura un impact very short term. Donc, moi. À court terme. À court terme. Donc, moi, sincèrement, les marchés maintenant, aujourd'hui, c'est presque à 50%. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est les plus volatiles, les plus décisions volatiles de la Fed dans les dernières 15 années. Mais en fait, si on aura 25, c'est clair qu'il y aura sûrement une réponse des marchés qui peut être un peu déçue parce qu'en fait, maintenant, les marchés, il attend 50 basis points. Donc, j'imagine que ce sera à 25. Les marchés ne vont pas très, très, très heureux. Mais d'un l'autre côté, si on a 50, ça signifie que quelqu'un a commencé à dire, ah bon, alors la Fed, il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, ça signifie que les données qu'elle a la Fed, qui sont plus complètes de ce que nous, on a, il dit qu'en fait, il n'y a plus un risque de hard landing et de récession de ce qu'on passait avant. Donc, moi, je pense vraiment que c'est à court terme, cette réaction. Donc, en fait, c'est pas plus les 25 ou les 50, mais c'est plutôt maintenant le taux d'intérêt à 2 ans en Amérique, il est 180 points base au débat de l'effet de Funds. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'effet de Funds il doit être plus bas de 180 ou c'est plutôt 125 comme des marchés pensent. Donc, c'est ça plutôt. C'est les schémas qu'on aura dans les prochains 12 mois plutôt que 25 ou 50 aujourd'hui. Et alors en complément, on a une question. Alors, pareil, c'est pas évident de faire des prévisions, mais justement, est-ce que, alors, on entend souvent ça nous sur le marché, est-ce que la baisse des taux pourra favoriser les marchés actions? Et on nous pose une question sur les valeurs de croissance spécifiquement. Alors c'est très difficile à anticiper évidemment, mais... Mais c'est clair, les taux d'intérêt, en fait, c'est la base pour tous les... En fait, on appelle en anglais, c'est les discount factors. Donc c'est clair que si on a des taux d'intérêt plus bas, c'est clair qu'on aura des avantages sur tout ce qui est les cash flows dans le futur, donc surtout sur l'activité risque. Mais c'est important de penser que ce n'est pas les 25 ou les 50 aujourd'hui, c'est plutôt qu'on aura des taux d'intérêt plus bas, mais super importante, il faut penser que ça va être très difficile qu'on aura encore une expérience de taux d'intérêt à zéro, ou surtout des taux d'intérêt négatifs. Je pense que ça va être difficile à le voir dans les prochaines années. Si on a une récession horrible, qu'on espère qu'on n'aura pas et on ne pense pas qu'on va l'avoir, oui, peut-être qu'on aura des taux d'intérêt proches de zéro, mais ça va être pour une période très limitée. C'est difficile d'avoir des années avec des taux d'intérêt à zéro, comme on a vu entre 2010 et 2020. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 4-5 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il est encore temps de les poser dans la session questions-réponses. Quelque chose que vous regardez aussi, mais aussi difficile à appréhender. Je suis désolé, je ne veux pas te piéger, mais sur les risques géopolitiques à travers le monde et les conflits, ouais. On a des questions là-dessus. Les tensions au Moyen-Orient avec potentiellement un impact sur le prix du pétrole et aussi Russie-Ukraine. Je sais que c'est des choses que vous monitorez. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, en fait, c'est vrai qu'en fait, l'impact direct soit sur l'énergie, donc le pétrole pour tous les problèmes qu'on a vus dans 7 jours, c'était horrible, en Israël et en Iran, et l'implication sur l'Iran pour le pétrole, mais de l'autre côté, sur les gaz naturels aussi, avec la guerre en Russie-Ukraine. Donc, on espère qu'on va trouver une solution parce que la guerre, c'est jamais justifié en fait, mais c'est vrai que l'impact plus direct peut être sur l'inflation. Merci beaucoup. Alors peut-être dans les dernières questions, on nous pose la question sur le déficit. Oui. On entend beaucoup parler, notamment en France, du déficit français qui est très important. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus sur le déficit français et peut-être européen au global et peut-être la différence entre les pays, entre la France, l'Allemagne? C'est aussi ce qui est compliqué en Europe, c'est que la situation n'est pas la même dans les différents pays. Et ça, c'est vraiment notre problème. C'est faible, en fait, le fait qu'on ne peut pas avoir une politique fiscale unie. Et il faut l'avoir. C'est impossible à penser qu'on a une politique monétaire unie avec un taux d'intérêt, une devise commune, et on n'a pas une politique fiscale commune. Ça, il faut l'accepter. C'est clair que on a des pays très différents, mais en fait, il ne faut jamais oublier que grâce à la communauté européenne, on a eu des périodes de paix, de guerre dans l'Europe plus grandes de l'histoire. Donc, il faut toujours se rappeler que le projet de l'Europe unifiée a aidé beaucoup notre pays. Et donc, c'est vrai que les derniers pas, c'est une politique fiscale commune et je pense qu'on n'a pas le choix.
Merci beaucoup. Alors, une dernière question qui est aussi un petit peu complexe, mais je te la pose comme elle a été posée. Tu as parlé du découplage des politiques monétaires qui ne sont pas forcément les mêmes partout. On nous demande s'il y a une zone à privilégier pour les marchés actions, Europe, États-Unis, Asie. Alors je rappelle que chez Varenne, on n'investit que sur les marchés développés, donc Europe au sens large et États-Unis, donc on connaît un peu moins bien l'Asie, mais peut-être sur les zones à privilégier. Alors nous, on sélectionne des entreprises plutôt que des marchés ciblés, mais est-ce que tu as un petit mot peut-être à dire là-dessus? Oui, moi je pense qu'en fait, on a d'un côté une volatilité macro plus importante que ce qu'on a vu dans les derniers, avant les 2020, en fait, exactement parce qu'on a des banques centrales qui sont en train de couper les taux et des autres banques centrales qui sont en train d'augmenter les taux d'intérêt. Donc c'est vrai qu'on a une volatilité macro plus importante, mais je pense que quand les taux d'intérêt qu'ils soient plus à zéro, ça va être plus important une analyse fondamentale. Donc comme tu avais dit, c'est pas une question d'une partie géographique, donc l'Europe vers l'Amérique, c'est plutôt une question de qualité des compagnies. C'est plutôt ça. Alors, on a eu une dernière question juste là d'un client que je connais bien, donc je me permets de la poser dans la minute qui reste, parce qu'elle me paraît intéressante. Il nous dit on a eu un choc de volatilité historique au mois d'août, généralement annonciateur d'une grande crise. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Alors encore une fois, tu n'as pas ta boule de cristal, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur le choc de volatilité qu'on a connu et les éventuelles conséquences? Oui, je pense qu'en fait, à août, on a eu un choc de volatilité qui c'est plutôt technique. C'était très similaire à ce qu'on a vu en fait le février, que c'est aussi le 5, donc ça c'était 5 août et on avait le 5 février 2018. Plutôt qu'en fait un choc de volatilité qui il était en fait anticipataire d'un choc plus profond en fait macroéconomique. Pour l'instant, on a vu qu'un choc technique de volatilité, de la structure de volatilité. Et c'est difficile à dire si ça, c'est un symptôme d'un problème plus grand. Pour l'instant, on a eu une réponse très importante de l'institution monétaire, et donc on a eu un problème pendant quelques jours, mais pas un problème plus structurel. Ça ne signifie pas qu'on ne pouvait pas l'avoir, mais il n'y a pas de signe pour l'instant qu'il y a un problème. Le VIX est à 17, la DSPX, la dispersion, elle est à 29, donc on n'a pas pour l'instant notre outil ne dit pas qu'il y a un problème de la structure de volatilité long terme. Merci beaucoup, Gianluca. Alors, on a une dernière question sur la Chine, mais on répondra en dehors parce qu'on a dit qu'on respecterait le timing de 30 minutes. On est à 31 minutes. Donc, merci infiniment d'avoir fait l'effort de parler en français. C'était parfait. Merci, je suis désolé pour mon français. Mais... Merci à tous. C'est la première fois qu'on fait ce format, donc on est intéressé à avoir vos retours pour savoir si vous voulez qu'on le refasse à l'avenir. Nous, on aimerait bien le refaire. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions après ce call, n'hésitez pas à nous les poser. On peut organiser des calls aussi avec Gianluca si vous avez des questions. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous le redis, vous avez le lien d'inscription pour la prochaine conférence du 10 octobre qui sera un point de gestion global Varenne Capital. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour cette conférence. Et d'ici là, l'ensemble de l'équipe commerciale et de gestion est à votre disposition. Merci à tous. Merci Gianluca. Merci, et à bientôt. Merci. Bientôt. Au revoir.